Merci, chers collègues. Donc, encore une fois, merci à la Philippe qui m'invite, comme à l'habitué, pour parler pour son congrès. Donc, je préviens, je vais prendre un petit peu plus de temps et je tiens à m'en excuser à l'avance parce qu'il y a deux présentations qui se suivent l'une après l'autre. Alors, ce qui est de nouveau dans l'asthme du nourrisson, déjà, l'asthme du nourrisson est une terminologie assez particulière dans la mesure où nous allons essentiellement utiliser le terme préscolaire, l'asthme préscolaire. Les séries ne sont pas homogénéisées. Nourrisson en France, c'est 2 ans. La littérature américaine et anglo-saxonne, c'est 3 ans l'âge préscolaire. Donc, ce qui fait, donc, c'est des choses qui ne sont pas harmonisées. Donc, du coup, on parlera du préscolaire. Je ferai une petite introduction et une historique, puis on parlera du diagnostic clinique, du pronostic, du terrain et de l'asthme, enfin de l'asthme et du terrain, du phénotype et de l'endotype, qui est vraiment la vraie nouveauté aujourd'hui. Bon, on en parle depuis longtemps, mais il y a beaucoup de nouveautés actuellement. On parlera de la prise en charge à la fin. Et à la fin, une petite présentation de 3 minutes pour parler de ce qu'il y a de nouveau au Maroc. Alors, l'asthme est une maladie, comme vous le savez, multigénique, mais qui va se manifester avec une diversité donc très variée en termes de phénotype. C'est ce que nous allons voir à la fin. Donc, c'est au fait l'aboutissement de notre présentation. Alors, pourquoi l'asthme? Pourquoi l'asthme? Parce que l'asthme est une maladie, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. Ce travail qui a été fait donc par une équipe espagnole, donc je passe, c'est juste pour voir les récurrents et les non récurrents, mais lorsqu'on va voir l'incidence de l'asthme dans les différentes populations, on va voir qu'il varie entre 10, pratiquement 8%, par exemple, en Hollande, et qui peut atteindre les 23%, pratiquement en Australie. Nos voisins espagnols sont à 18%. Je pense qu'au Maroc, on est aux alentours de 15% de la population pédiatrique d'enfants asthmatiques connus ou méconnus, malheureusement. Sur le plan historique, donc, la première définition a été faite par Tabachnik et Lipson en 81, l'asthme du nourrisson, défini par 3 épisodes de sifflement que vous connaissez tous. Puis après, la HAS, en 2009, a demandé un travail qui a été fait sur l'asthme de l'enfant, le sifflement des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis, en 2008, le GINA s'est intéressé de façon beaucoup plus pointue, plus importante, à l'asthme des enfants de moins de 6 ans. Tout le monde connaît l'étude de Martinez, voilà la photo de Martinez qui est parue dans le New England Journal of Medicine en 1995 et qui est le premier à avoir parlé de phénotype. Ces différents types d'asthmatiques, ceux qui vont siffler assez tôt et s'arrêter, ceux qui vont siffler assez tard et continuer, ceux qui ne vont jamais siffler, ceux qui siffleront une seule fois. C'était l'initiation, c'était l'ébauche du phénotypage de l'asthme. Sur le plan diagnostique, tout le monde connaît cette plaque-là qui est assez, je dirais, un petit peu exagérée. Et je vous présenterai ma propre plaque, d'accord, ma propre, on va dire, qui émane de celle-là, en se donnant un petit peu plus, on se donne le temps de poser un diagnostic d'asthme chez les enfants de plus de 1 an. Parce qu'à partir, sur la plaque, vous voyez qu'à partir de 12 mois, tous ceux qui sifflent seront considérés comme asthme. On pourra éventuellement la modifier, parce que le terme de sifflement est difficile à identifier. Il faut l'entendre, parce que parfois, quand on parle avec les patients ou avec les parents, il a sifflé, donc c'est un petit peu ambigu. Donc, je pense qu'il va falloir élargir, et je vous propose cette plaque-là, que certains d'entre vous connaissent, donc avant 12 mois, entre 12 mois et 24 mois, et au-delà de 24 mois, tout sifflement sera considéré certainement comme un asthme. Mais entre 12 mois et 24 mois, il faut savoir si c'est un deuxième épisode, ok, asthme. Si c'est le premier épisode sans qu'il y ait de notion d'atopie, ben on le considérera comme un bronchiolite tardive. Et s'il y a un terrain atopique, on le considérera comme asthme. Et avant 1 an, bien sûr, vous voyez, il faudrait qu'il y ait duplication, 2 fois, un épisode sinon 3 fois, et un terrain atopique pour porter le diagnostic d'asthme. Alors, sur cet article paru en décembre 2019 sur le Pediatric Literature Review, la question étant, est-ce qu'on peut diagnostiquer l'asthme avant 5 ans? Ben, je peux vous assurer que, bon, je l'ai malheureusement plus sur moi, mais sur mon polycopié de pneumologie quand j'étais jeune étudiant, il y a quelques années, il était clair, il était écrit noir sur blanc que l'asthme n'existe pas avant 7 ans. Je ne dirais pas qui avait fait le cours, mais bon.
L'asthme n'existe pas avant. Mais on se repose la question, est-ce qu'on peut diagnostiquer l'asthme avant 5 ans? Je dis que oui, effectivement. Pourvu que les symptômes soient persistants, ils vont passer de la petite enfance à l'enfance, et là c'est un diagnostic a posteriori. Pourvu que l'enfant ne soit pas gêné, enfin les déclencheurs ne soient pas uniquement viraux, mais également multi-déclencheurs, il faudrait aussi qu'il y ait une réponse réelle au traitement anti-asthmatique. Donc ces critères-là peuvent nous faire porter le diagnostic d'asthme certainement. C'est l'algorithme du diagnostic d'asthme dont je vous fais grâce. On va le sauter. Et je vous dirais que selon le GINA, il y a 2 obstacles pour le diagnostic de l'asthme préscolaire. Le premier étant lorsqu'un enfant a des épisodes récurrents de wheezing qui sont observés chez des enfants âgés de moins de 5 ans et qui sont viro-induits. On va se poser la question, il est difficile de décider que cet enfant-là va continuer à siffler parce que, comme vous le savez, il y a un gap immunitaire, il y a une période où l'enfant est démuni immunitairement après avoir perdu les anticorps de sa mère, n'ayant pas encore fabriqué les siens, et se retrouve en hiatus immunologique. Et ce hiatus immunologique fait qu'il fait beaucoup d'infections virales, et ces infections virales vont entraîner chez lui du bronchospasme, de l'inflammation et donc du sifflement. Est-ce qu'il va être un futur asthmatique? Ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La deuxième question à laquelle il est difficile de répondre, c'est la classification phénotypique qui ne peut pas vraiment nous donner une entité clinique qui va être démontrée par la suite. C'est-à-dire que si on fait la comparaison entre celui qui est viro-induit et celui qui est déclenché par différents facteurs, celui qui est transitoire et celui qui est, on va dire, persistant, ne semble pas permettre d'identifier des phénotypes futurs qu'on pourra prendre pour le diagnostic. Donc, du coup, le diagnostic d'asthme chez l'enfant préscolaire, avec des symptômes sifflants, d'autant plus est probable que si, on va dire, il y a un sifflement et des toux, d'accord, à l'effort, donc un bronchospasme. Ça, lorsque vous avez des symptômes de sifflement récurrents, le fait que l'enfant ait du bronchospasme induit à l'effort est un facteur pronostic d'asthme, est un facteur diagnostique d'asthme. Également, la présence d'un parent direct qui soit allergique ou asthmatique est aussi un facteur de prédiction d'asthme. Et enfin, un traitement d'épreuve qui donne sa preuve, excusez la redondance, est un autre argument pour porter le diagnostic d'asthme chez ces personnes-là où nous avons cette difficulté de poser le diagnostic. Alors, des arguments qui peuvent être aussi contre le diagnostic d'asthme. Lorsque vous avez un enfant qui siffle, qui resiffle, et que vous avez peut-être un parent, on va dire, asthmatique, il y a certains critères qui devraient vous faire réfléchir et dire peut-être que ce n'est pas de l'asthme, allons chercher ailleurs. C'est entre autres un début précoce. Un enfant qui commence son asthme à son premier mois de naissance, je pense qu'il faut réfléchir. Un enfant qui n'a pas d'intervalle libre, ça veut dire que la question que je pose au moment, ça lui arrive, est-ce que ça lui arrive des moments d'apaisement total sur le plan respiratoire? Cet intervalle libre est fondamental. Il témoigne d'une lésion fonctionnelle. Et l'asthme est une maladie peut-être inflammatoire, mais ses conséquences sont liées à la fonctionnalité des bronches. Ce n'est pas une lésion anatomique, par exemple une mucoviscidose, une malformation cardiaque, ou par exemple une DDB. Donc, cet intervalle libre, il faut insister dessus, et l'absence d'intervalle libre est un argument pour éventuellement pas écarter, remettre en cause un diagnostic d'asthme. Le retentissement staturopondéral, les fausses routes, donc il faut s'orienter vers l'ORL, des symptômes extra-respiratoires, bien sûr, comme des selles anormales, comme le stridor, comme l'hypocradisme digital, les infections répétées, il faut chercher un déficit immunitaire, ainsi de suite. Et lorsque vous avez donné un traitement, que vous l'avez bien conduit et que les parents ont été quand même assez adhérents au traitement et que ça ne marche pas, là aussi, il faut se poser la question. Et bien sûr, lorsqu'il y a des lésions anatomiques que vous allez voir sur la radiologie. Sur ce travail, sur le déclenchement, ça, il va vous étonner comme il m'a étonné, c'est un travail de décembre 2019 qui parle quels sont les éléments qui vont déclencher la crise de sifflement chez l'enfant asthmatique préscolaire. C'est quand même une publication de l'Association américaine d'allergologie et d'immunologie, et donc qui dit que les principaux
les principales choses qui vont entraîner une exacerbation, c'est les conditions météorologiques, c'est les allergènes extérieurs et c'est les virus. Quand on parle de tout ce qui est météorologique, ils insistent sur le fait que juste la variation de la température, qu'il y ait un changement de température, sans pour autant qu'on attrape, chez nous on dit darboul bird, c'est une infection virale. Non, sans qu'il y ait infection virale, juste la variation de la température va titiller les mastocytes, il va entraîner une libération de médiateurs qui peuvent entraîner un bronchospasme. Bien sûr, les aéroallergènes ne concernent pas l'enfant parce qu'on dit que l'enfant, c'est surtout la indoor pollution. Les pollens d'arbres et tout ce qui est pollen est très peu déclencheur d'exacerbation chez les tout petits. Et enfin, les virus, contrairement à ce qu'on croit, le rhinovirus et le virus de la grippe ne sont pas déclencheurs chez l'enfant en âge préscolaire, c'est beaucoup plus d'enfants en âge scolaire. Et vous voyez ce screen que j'ai pris sur... Alors vous voyez, variation de la température, le virus respiratoire, les pollens, l'atmosphère, tout ce qui est pollution atmosphérique. Et vous voyez, c'est les seuls qui agissent, ces deux-là, là et là, qui agissent sur les infant and preschool children. Étonnant, mais c'est vrai. On a toujours mis ça sur le dos des virus, mais là, on voit, c'est un travail qui mérite aussi réflexion. Sur le plan paraclinique, à tout âge, il faut faire une radiographie du thorax systématique. Une enquête allergologique sera destinée aux enfants au-delà de 3 ans de façon systématique et avant 3 ans uniquement chez les enfants. Et là, je réponds à un questionnement d'une personne ici présente. D'accord? Lorsque l'asthme est sévère, lorsqu'il y a des symptômes extra-respiratoires ou des symptômes d'allergie digestive. Les explorations fonctionnelles sont aussi systématiques à partir de 3-4 ans. C'est-à-dire dès qu'on peut les faire, ils doivent être systématiques. D'autres examens peuvent être faits pour éliminer un faux asthme ou bien pour voir une comorbidité. Donc, et ça, vous le savez très bien, scanner, endoscopie, exploration immunitaire, pH-métrie, et j'en passe. Alors, ça, c'est la physiopathe du sifflement. Alors, un travail japonais m'avait intrigué sur une publication aussi de décembre 2019. C'est en fait, ils ont utilisé un appareil simple, un détecteur de sang qui est dans le commerce. Ils ont écouté le sang chez les nourrissons. Et ils ont prédit, ils ont trouvé des déductions que ça pourrait éventuellement, en écoutant juste comment un enfant respire, ça ne remplacerait pas les EFR, ça ne remplacerait pas les biomarqueurs. On discutera des biomarqueurs tout à l'heure, mais ça pourrait être éventuellement un indicateur prédictif de ce qui va se passer ultérieurement. Je vous en parlerai dans 2-3 ans. Il a pris Nabil Hayat. Lorsque d'autres études auront confirmé ça. Alors, pour la mesure de l'inflammation, vous savez tous que l'asthme est une maladie inflammatoire, et donc l'inflammation, est-ce qu'on peut mesurer l'inflammation? Alors, l'inflammation des voies aériennes ne fait pas partie des critères diagnostiques actuels. Parce que les seuls indicateurs de l'inflammation, par exemple le NO exhalé, nous allons voir un petit peu tous les biomarqueurs, ce n'est pas un élément diagnostique. Il n'a pas donné vraiment une satisfaction quant au diagnostic, peut-être, dans le suivi et l'équilibre de la maladie asthmatique. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une hétérogénéité des biomarqueurs et des substances inflammatoires qui sont impliquées dans la réaction asthmatique. Alors, les différents biomarqueurs qui sont disponibles, nous avons les biomarqueurs issus des voies aériennes, c'est le NO exhalé, le condensat respiratoire, l'expectoration, l'étude de l'expectoration induite, des biomarqueurs sanguins, les fameux IgE, l'éosinophilie, la périostine, qui est une protéine qui joue un rôle dans l'adhérence des polynucléaires éosinophiles. Un panel de marqueurs. Il y a un panel aujourd'hui de marqueurs de l'inflammation qui peut être utilisé, mais bon, vu l'hétérogénéité, donc il n'est pas aussi performant, et aussi l'éosinophiles cationiques peptides, des éosinophiles dont on a parlé. Des biomarqueurs urinaires, et ça, malheureusement, ça n'existe pas dans notre pays, c'est le dosage des leucotriènes urinaires, mais aussi de la bromotyrosine. Alors, vous allez voir que la bromotyrosine couplée au NO exhalé pourrait donner éventuellement un élément diagnostique de l'inflammation. C'est des choses toutes récentes. Alors, le taux de bromotyrosine sont significativement diminués par un traitement corticoïde inhalé. Et l'association, la combinaison, lorsqu'on fait chez un enfant le dosage du NO exhalé et de la bromotyrosine, on peut éventuellement détecter certains profils qui seraient cortico-sensibles.
qui vont répondre à la corticothérapie inhalée. Alors, ces biomarqueurs, en fait, pourquoi? Parce que nous allons voir, bon, en fait, j'aurais dû décaler les phénotypes et les endotypes dans ma présentation, juste parce qu'on va identifier certains endotypes qui sont différents les uns des autres et qui seraient plus répondants à tel ou à tel produit. C'est pour un ciblage thérapeutique, parce que vous avez vu, aujourd'hui, il y a l'escalade au niveau du GINA. Au 4e step, nous avons les antileucotriènes, nous avons pas mal d'autres, les anti-IgE, des molécules toutes récentes, toutes neuves, récentes, et qui intéressent certains endotypes particuliers. Donc, c'est là l'intérêt que pourraient apporter les biomarqueurs dans le futur. C'est pour pouvoir faire un ciblage thérapeutique. Quel type de patient, quel type de traitement. Sur le plan pronostic, alors, nous savons tous qu'on dit souvent que l'asthme viro-induit serait un asthme qui pourrait éventuellement avoir un meilleur pronostic, que l'asthme non viro-induit qui est multidéclenché par différents facteurs et lorsqu'il est associé aussi à des allergènes, et potentiellement persistant, va durer pour la vie. Vous savez très bien, pour ceux du moins qui ont travaillé ensemble, quand je parle aux parents, quand je dis, bon, après, les choses vont se passer bien, mais s'il va grandir, il n'aura plus rien. Mais si jamais il part en boîte, il fume, il danse, il couche chez son copain sur un tapis, ce soir-là, il sifflera encore. Si on est asthmatique, on le restera. Et donc, je pense que c'est ce genre on va être en rémission et non pas du tout en guérison. Alors, vous connaissez tous cette plaque, parce que je l'ai déjà présentée, c'est l'Asthma Predictive Index, qui parle d'il faut avoir un épisode de sifflement et avoir un critère majeur ou deux critères mineurs. Donc, je vous donnerai les plaques après, donc pour ceux qui veulent avoir les critères, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après cette classification, on va dire prédictive, il y a une deuxième qui est l'asthma PIAMA score. Alors, celle-là, elle utilise également certains critères, c'est le sexe, c'est les parents qui ont un asthme ou pas, c'est la prématurité ou pas, l'eczéma, ainsi de suite, et qui donne des scores. Et avec ça, on pourra avoir un pourcentage, un risque de continuer à faire de l'asthme chez des enfants qui sont siffleurs très tôt dans leur vie, c'est-à-dire des nourrissons qui sifflent. Le dernier, qui vient d'apparaître, donc c'est en mai 2019, c'est en fait dans une publication de l'American Academy Allergy and Asthma Immunology, donc dans son journal, et on parle de l'Asthma Risk Score. L'Asthma Risk Score présente quelques avantages. Tout d'abord, on ne va pas faire de prélèvement chez l'enfant. C'est des impressions purement cliniques, pratiquement cliniques. Et vous avez un site web sur lequel vous pouvez connecter, et vous pouvez même l'installer sur votre smartphone et faire le calcul et définir le risque pour le patient. C'est tout récent, hein? Alors, l'Asthma Risk Score, c'est le suivant, c'est l'asthme parental, l'eczéma avant l'âge de 3 ans, le sifflement en dehors des épisodes de coups de froid, c'est-à-dire d'atteinte virale, le sifflement avant l'âge de 3 ans, la race africaine ou américaine ou afro-américaine, et les tests cutanés positifs, soit à 2 allergènes, soit à 1. Et là, vous donnez des points, et à la fin, vous calculez. Et quand vous calculez, vous êtes dans des pourcentages de scores prédictifs quant à la persistance et l'existence d'un asthme qui va persister par la suite. Et au-delà de ça, vous le pouvez même l'installer sur votre smartphone et calculer pour votre patient. Je donnerai à Sibou Hmouch la connexion, comme ça il pourra vous l'envoyer par mail. Alors, l'asthme et le terrain. C'est des choses qui sont tout aussi nouvelles que ce qui a été présenté juste préalablement. On va parler de microbiote. Le microbiote, et on va parler du statut de la mère éventuellement comme facteur pouvant prédire un asthme ou pas. Le microbiote, et là je répondrai aussi au questionnement d'une personne ici présente quand on parle d'animaux domestiques. Alors on va prendre un enfant, vous voyez ici, qui a un microbiote intestinal particulier. Ce microbiote sera modifié par tout ce qui s'est passé en anténatal ou pendant la naissance. L'histoire familiale, le mode d'accouchement, l'âge gestationnel, les antibiotiques et les probiotiques chez la mère, mais aussi en postnatal par tout ce qui est environnemental, vaccination, mais type alimentaire,
les antibiotiques et les protéiques chez l'enfant, mais également la présence d'animaux domestiques. La modification de ce microbiote intestinal est directement corrélée à l'allergie et à l'asthme. Nous allons le voir à travers quelques publications. Donc, le microbiote, comme j'ai dit, joue un rôle important dans le développement du système immunitaire et la régulation des réponses immunitaires, y compris celle de l'hypersensibilité, qui est l'allergie et éventuellement l'asthme. La composition de ce microbiote est associée également, donc, comme on dit, à l'allergie. Alors, si on prend des nouveau-nés qui vont développer une sensibilité allergique, ou bien qui vont développer un eczéma, qui vont développer un asthme, et ils vont avoir une grande abondance de bactérioïdacées dans leur intestin, et ils vont avoir une faible concentration de lactobacillacées. Quand on voit les enfants, ben c'est l'inverse. Alors les enfants vont avoir une abondance de lactobacillacées et ils vont avoir une réduction de clostridiacées. Donc vous voyez un petit peu, donc, il y a des profils de présence de certains germes qui sont présents dans notre intestin et qui varient en fonction de l'allergie, l'asthme, et ainsi de suite, et de population. Donc il est indéniable que le microbiote a une place. On ne sait pas tout encore, personne ne sait tout encore à travers ça, mais on sait qu'il y a des variabilités. Maintenant, il va falloir affiner pour définir vraiment quel type d'endotype. Alors, donc là, une autre publication qui atteste la même chose, et toujours une publication de novembre qui parle de la modification du microbiote et risque d'allergie. C'est un congrès où j'ai vu qu'il y a beaucoup de gastroentérologie, mais également de la pneumologie, donc quelque chose qui déplairait peut-être à nos amis gastroentérologues. Notre hélicobactère, peut-être il va falloir le laisser tranquille. OK? Parce qu'il serait protecteur. Il est réellement protecteur dans les modèles murins, et il est associé à une protection chez l'humain contre l'allergie à l'asthme. Alors, le statut de la mère aussi, il y a des choses nouvelles. Et on voit que les infections respiratoires aiguës, le développement d'infections respiratoires aiguës basses et l'existence d'asthme sont corrélés directement au dosage de l'interféron 1,3 au niveau du sang du cordon. C'est une publication toute récente et on voit que la diminution du type 1,3 de l'interféron à la naissance va entraîner le risque des infections fébriles des voies aériennes inférieures, mais également la présence d'asthme et de recurrent wheeze chez l'enfant. Toujours la mère et son alimentation. On sait que les mères asthmatiques qui mangent beaucoup d'acides gras insaturés et qui accouchent d'un garçon, ben, il y a un très fort risque d'avoir de l'asthme. Alors on entame les phénotypes et les endotypes. L'objectif, au fait, c'est pour avoir une thérapie ciblée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénotype? Un phénotype est défini comme l'ensemble des traits visibles que vous allez voir chez votre patient, résultant de l'interaction de son génome et de son environnement. Alors, il ne se rapporte pas obligatoirement au mécanisme physiopathologique sous-jacent. C'est l'endotype qui est corrélé directement au mécanisme physiopathologique. Alors, sous cette umbrella d'asthme, nous pouvons mettre pas mal de choses. Vous voyez un petit peu là les mécanismes et en bas certains phénotypes. Et vous voyez que ceux qui sifflent précocement, ceux qui sifflent tardivement, ceux qui sifflent une fois, ceux qui vont répondre au traitement, ceux qui ne vont pas répondre au traitement, c'est les principaux phénotypes aujourd'hui décrits. Alors, on décrit aussi des phénotypes pour l'asthme sévère. Lorsqu'on a un asthme sévère, certains phénotypes sont décrits, et là, on va très, très, très loin. C'est des phénotypes cliniques, c'est des phénotypes sur la fonction respiratoire, c'est des phénotypes morphologiques, radiologiques, c'est des phénotypes inflammatoires, et là, on va aller tester tous ces biomarqueurs, ainsi de suite. Alors, les études dans ce groupe d'enfants qui sifflent avant l'âge en âge préscolaire sont caractérisées par des biomarqueurs de l'inflammation TH2. D'accord? Ceux-là seront de bons répondeurs aux corticostéroïdes. Et on pourra les identifier par une
éosinophilie, une sensibilisation aux aéroallergènes qu'on pourra détecter par des skin tests éventuellement, et un dosage éventuellement de l'éosinophile cationique peptide. Donc, on peut s'orienter vers un phénotype de bons répondeurs aux corticoïdes via la recherche de certains marqueurs de biomarqueurs. Donc, les études sur les biomarqueurs sont toujours en cours et le point n'est pas encore fait. Beaucoup de choses restent à faire dans ce sens-là pour pouvoir choisir les thérapies ciblées. L'endotype, par contre, c'est un sous-type d'une maladie qui est basée sur des mécanismes physiopathologiques communs. Et nous allons voir tout à l'heure dans une plaque que tout va s'embrouiller. Alors, ils ne sont pas uniformes d'un sujet à l'autre et ils vont pouvoir éventuellement expliquer les mécanismes physiopathologiques d'un endotype par rapport à un exotype. Alors, l'endotype, il est émis l'hypothèse que l'asthme puisse correspondre à différentes entités distinctes par leur mécanisme physiopathologique. Donc, la physiopathologie de l'asthme qui était déjà compliquée l'est encore parce qu'on dit qu'il n'existe pas une seule physiopathologie. Alors, un endotype serait une sous-unité ou une forme d'asthme liée à un mécanisme bien particulier. Et là, vous voyez sur cette plaque-là, les personnes en bonne santé, l'asthme éosinophilique, l'asthme non éosinophilique, et là, allergique, non allergique, et là, paucigranulocytaire et multigranulocytaire, et là, c'est des zones mixtes où on peut classer tout si on veut. Alors, comme vous le savez, l'asthme éosinophilique, il se base sur le TH2, la voie TH2, qui va faire fonctionner les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes, alors que la voie non TH2, c'est les neutrophiles et qui vont avoir les deux entraîner l'inflammation bronchique. Ça, vous le savez déjà. Alors, ce qui m'emmène à vous parler des phénotypes et des endotypes. Et vous voyez là, on a essayé de faire une petite classification, les phénotypes et les endotypes. Et nous allons voir que, au fait, il y a, au fait, un endotype existerait plusieurs phénotypes, et à un phénotype, il existerait différents endotypes. Donc, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Alors, la seule façon de délivrer des médicaments ciblés est de comprendre les endotypes, parce qu'en fait, c'est l'avenir de l'asthmologie. C'est de donner un traitement ciblé. Ce malade va répondre par exemple, des anti-interleukine 4. Ben, il prendra des anti-interleukine 4, mais il faudrait que je sache que son endotype, c'est éventuellement de ça dont il a besoin. Donc, c'est l'avenir dans la recherche. Les voies sont ouvertes. Quelques médicaments sont déjà sur le marché, mais ça n'a pas encore été généralisé. Alors, sur le plan prise en charge, alors on parlera des principes généraux. Pourquoi on va traiter? Alors, pour maîtriser les symptômes, minimiser les risques d'exacerbation, réduire les effets secondaires et éviter la réduction, éviter l'obstruction fixe des bronches. Et on va toujours adopter la théorie de Deming, planify, do, check and actualize. Ça veut dire tu planifies, tu fais, tu évalues et tu ajustes. C'est la même chose dans l'asthme. On va d'abord évaluer l'asthmatique, on va le traiter et on va évaluer sa réponse et on pourra le retraiter et ainsi de suite. Alors, selon la GINA, inspiré du GINA, comment on va estimer le contrôle de l'asthme? C'est à travers les symptômes diurnes nocturnes, à travers la limitation de la fatigabilité, à travers la prise en charge de médicaments et enfin les réveils nocturnes. Et on posera la question si ça existe, ça n'existe pas. Et on calculera aucun critère contrôlé, 2 critères partiellement contrôlés, plus de 2 critères mal contrôlés. Il faut revoir notre traitement. Alors, on passe. Alors, les symptômes, parce que je vois que là, on me l'a jamais, c'est rarement qu'on me l'a fait le chrono là. Alors, les indications de la corticothérapie inhalée, c'est en fait lorsque les symptômes sont concordants avec le diagnostic d'asthme et en plus, il est insuffisamment contrôlé. Alors, je parle je reviens à la plaque. La conséquence, c'est quoi? L'évaluation du potentiel bénéfice d'une corticothérapie inhalée est autant basée sur la fréquence des symptômes intercritiques contrôle que sur les exacerbations. En fait, on ne va pas étudier le contrôle sur le nombre de crises d'exacerbation que l'enfant va faire, mais sur son état intercritique. Si l'état intercritique n'est pas maîtrisé, on n'est pas du tout dans le cadre de contrôle. Parce qu'on sait que la corticothérapie va réduire de 50% uniquement le nombre d'exacerbations. Et qu'elle est efficace sur
les épisodes, l'intervalle intercritique. Si cet intervalle n'est pas maîtrisé, on n'est pas du tout dans le contrôle. Et c'est pour ça qu'on dit que, voilà, insuffisance insuffisamment contrôlée, supérieure à 3 exacerbations dans l'année. Donc, un enfant dont l'intervalle critique n'est pas sain, on a échoué. Deuxièmement, lorsque les symptômes ne sont pas concordants avec un asthme et on a des sifflements fréquents, on va traiter pendant 6 à 8 semaines et on va évaluer la réponse au traitement, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, c'est les équivalences de doses que vous connaissez tous. J'y ai introduit, selon le GINA, j'y ai introduit les nouveautés. C'est la nouveauté dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est tout ce qui est nébulisation. Alors, les biothérapies, c'est en général les anti-IgE. Pour l'asthme TH2 dépendant, c'est les anti-IgE, c'est les anti-interleukines 5, 13, les récepteurs du 4 et du 5. Et enfin, pour l'asthme non TH2, dans ce cas-là, c'est les anti-interleukines 17. Alors là, vous avez les biothérapies et la voie qu'ils ciblent, c'est les traitements de l'avenir, à savoir, comme j'ai dit, les anti-IgE, les interleukines, les traitements ciblant les alarmines, les traitements qui vont cibler les prostaglandines, ceux qui vont cibler la signalétique intercellulaire, et enfin, on a les anti-TNF et les antineurophiles pour l'asthme non TH2. Alors, je reviendrai sur la diapositive du GINA, et donc pour vous rappeler, là, c'est l'asthme de moins de 5 ans, que vous connaissez déjà, que je ne vais pas commenter. Par contre, je me suis permis de vous commenter les plaques de 2018-2019 de modifications concernant l'enfant et non pas le nourrisson. Et ce que nous avons entre 2018 et 2019 pour l'enfant de plus de 12 ans, là je suis hors sujet, c'est les bêta-2 mimétiques courte durée d'action quand on en a besoin. Ici, ils incluent les corticoïdes inhalés associés au LABA, au long-acting bêta-agoniste, les bêta-mimétiques longue durée d'action, au besoin. Donc, au lieu de prendre un flacon de bêta-2 mimétique courte durée d'action parce qu'il a mal, il peut prendre son traitement de fond et en tirer une aspiration parce qu'il y a des LABA dedans. Donc voilà, c'est pratiquement le seul changement, et qu'on peut commencer éventuellement les corticoïdes associés dès très tôt. Donc, sur cela, je continue cette présentation et j'entame en 5 minutes, si vous permettez, je l'ai annoncé parce qu'il fallait que je parle des nouveautés du Maroc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est la nébulisation qui est nouvelle au Maroc. Nous nébulisons tous. Je vous en dirai juste un petit mot. Tout simplement, pardon? Bon, c'est pas la peine, alors. Hein? Alors, il faut savoir la technique d'inhalation, savoir de quoi on parle, définir les termes, et après connaître les médicaments qu'on nébulise. Il ne faut pas nébuliser n'importe quoi. Ça, on a vu. C'est juste pour vous montrer que parmi les obstacles des aérosols doseurs, voilà un aérosol doseur après 30 minutes. Comment le médicament se sépare du gaz propulseur. C'est pour ça qu'on leur dit secouez-le. Voilà un aérosol, comment savoir si un aérosol est plein ou vide. Et beaucoup de gens ne savent pas. L'aérosol de 4 شهور. Bon, un aérosol, quand ça sort à 100 km/h. Jamais dans la bouche, toujours avec une chambre d'inhalation. Avec ces 3 critères, vous allez dire que c'est aussi des éléments qui vont être à l'origine d'un échec de la corticothérapie inhalée directement ou avec chambre d'inhalation. Donc, l'alternative. L'alternative à la nébulation, c'est une technique qui n'est pas récente. Voilà un nébuliseur du 18e siècle. Bien sûr. À droite, à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aérosol? Un aérosol est un ensemble de particules liquides qui est en suspension dans un gaz. Un aérosol, donc, est un système particulaire qui va avoir des petites tailles. On parlera de granulométrie. La nébulisation, c'est quoi? C'est de transformer un liquide en aérosol. L'aérosol, donc, se compose d'un mélange de petites particules hétérogènes, on appellera des gouttelettes, et qui vont avoir ce qu'on appelle une courbe de granulométrie. Et ce qui définit la granulométrie, c'est ce qu'on appelle le Massic Median Aerosol, c'est le Mass Median Aerodynamic Median. C'est en fait un diamètre qui va séparer l'aérosol en deux. Et vous allez très bien comprendre avec ça. C'est en fait le diamètre des particules qui, de part et d'autre, tu as la moitié de la masse. On appelle le diamètre massique médian. Ce diamètre-là, c'est la caractéristique d'un aérosol.
Il a des définitions. Alors, lorsqu'il est supérieur à 1 micron, il va coller ici, au niveau de la gorge, et c'est les ORL qui les utilisent. Quand il est entre 2 et 5, il va aller dans le poumon et se déposer par sédimentation. Et lorsqu'il est inférieur à 2 microns, il va suivre un mouvement brownien. Donc, il va être inhalé, et puis exhalé. Il va ressortir. Il est tellement petit qu'il flotte dans l'air, qu'il est inhalé et sorti. Donc, le diamètre des particules conditionnera le lieu de déposition. Alors, comment on nébulise? Le phénomène Venturi. Oubliez cette plaque-là parce qu'on ne va pas comprendre. Prenez un verre d'eau, mettez dedans l'étui d'un stylo à billes. OK? Non, vous pouvez laisser la plaque, monsieur. Un stylo à billes. Et soufflez au-dessous du stylo à billes. Ça va faire monter un tout petit peu le niveau d'eau. Alors, en fait, on va le comprendre sur cette plaque-là. L'effet Venturi, c'est lorsque vous avez un tube introduit dans l'eau et vous faites un courant d'air assez important, il va aspirer l'air, puis une fois arrivé en haut, il va le pousser. Non nébulisateur, c'est quoi? C'est lorsque vous avez ça, c'est de l'air qui sort, qui va attirer l'air, qui va attirer le liquide, qui va le faire éclater contre un déflecteur, et vous allez former des petites gouttelettes qui vont partir avec l'air que vous avez, l'air compressé que vous avez envoyé. Ben, c'est ça un nébulateur pneumatique. Le pneumatique peut être à double effet Venturi lorsqu'on fait une petite ouverture ici. C'est ce que vous utilisez, donc c'est des pneumatiques. Les ultrasoniques, c'est au fait lorsqu'on fait bouger un quartz au-dessus d'un liquide, il vibre tellement que des petites gouttelettes vont s'échapper de la surface. Et si tu souffles dessus, ils vont partir avec l'air. Ceux-là ne sont pas compatibles avec toutes les molécules. Et donc, c'est tout l'objectif de cette présentation. Donc, voilà un nébulisateur ultrasonique. Il peut être atami. Bon, je passe le temps. Alors, le nébulisateur idéal, c'est celui qui va délivrer, on a dit, donc, entre 3 et 5, donc pour avoir une sédimentation. Le temps d'une nébulisation ne devrait pas dépasser 10 minutes. La dilution devrait se faire de telle sorte, par exemple, vous pouvez prendre un flacon d'un produit, par exemple, de 2 millilitres. Si vous mettez 10 millilitres de sérum, il va vous falloir 40 minutes pour nébuliser. Donc, la dose de dilution doit être compatible avec le temps de la nébulisation. Plus elle est longue, plus l'enfant va le refuser. Plus elle est courte, plus vous n'avez pas terminé votre insuline. Donc, adéquation avec ça. Alors, bon, voilà, c'est ce que je disais. Les produits, la prescription. Alors, les avantages faciles. On n'a pas besoin d'un débit inspiratoire de pointe. La coopération est minimale. On peut mélanger plusieurs produits, je vous donnerai ça aussi. La solution inhalée va réhydrater les bronches aussi. Donc voilà, une nébulisation en criant, une nébulisation chez un enfant qui ne crie pas. Et ça, c'est avec des isotopes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nébuliser? Il ne faut pas nébuliser des choses qui n'ont pas d'AMM. Ça entraîne des granulomes pulmonaires. Attention. On ne nébulise que ce qui est fait pour être nébulisé. Est-ce que vous injectez dans les veines des sirops? Non. Ben, alors ne mettez pas dans les bronches des choses qui ne sont pas destinées à être nébulisées. Alors, allez, on passe rapidement parce qu'on a... Les associations possibles, c'est salbutamol ou terbutaline avec bromure dipratropium, terbutaline bédisonide ou bien salbutamol ou terbutaline avec le chromoglycate disodique. Je dirais en conclusion que la corticothérapie est la pierre angulaire. La nébulisation présente un intérêt particulier chez le petit enfant parce qu'il ne demande pas sa coopération. Des produits aujourd'hui nébulisables sont présents et ça pourra éventuellement être parfois supérieur en termes d'efficacité chez des petits enfants plus qu'une chambre et un aérosol. Et enfin, c'est une nouveauté dont on vient d'avoir au Maroc, on a beaucoup demandé. Et donc, sur ce, je vous demanderai d'excuser mon débordement temporel. Et encore une fois, je suis prêt à vos questions. Merci.